Salut les Keyforgers. Alors mon ami Phil m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas de vidéo en français sur les anomalies. Et s'il y en a une que ni lui ni moi n'avons vue, c'est pas grave, je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Alors les anomalies, vous le savez probablement, ce sont des cartes qui viennent de futures extensions, c'est des cartes qui viennent du futur, oui, et qui donc ont été designées déjà pour de futures extensions, mais qui sont en intruse dans Worlds Collide. Et en plus, elles seront en intruse dans n'importe quelle maison, sans maison spécifique quand elles sont créées, puisque de toute façon, elles viendront probablement de maisons qui n'existent pas encore. On a vu beaucoup de choses aquatiques principalement. Alors on va commencer par Ghostform. C'est un upgrade qui fait gagner une ambre, et cette créature gagne invulnérable. Invulnérable, ça veut dire qu'elle ne peut pas être détruite ou subir de dégâts. Donc c'est absolument énorme. On va complètement protéger une créature contre les dégâts. Évidemment, elle pourra quand même être bannie, être renvoyée dans les archives, etc. etc. Par contre, cette créature gagne en Fight Rip, en archive Ghostform. Autrement dit, elle est protégée tant qu'elle ne fait rien, mais si elle combat ou qu'elle rip, on va archiver sa protection sous la forme de Ghostform. Bon, est-ce que c'est une bonne carte? Alors, heureusement qu'elle est un peu réduite par le fait d'être archivée, et encore ça se débat, parce qu'on peut aussi peut-être décider de la mettre sur une autre créature. Ça reste quand même incroyablement fort. Et si vous avez une créature par exemple qui a exalté une tonne, qui a pris un tribute ou des choses comme ça, elle sera invulnérable. Si vous savez que dans le deck de votre adversaire, il n'y a rien qui puisse la renvoyer dans votre main ou dans les archives, elle est invulnérable. Ça veut dire que même un clear board, même un gateway to 10 ne peut rien lui faire, elle ne peut pas être détruite. Donc ça mérite évidemment un 5 sur 5. Infomancer, c'est une créature à 3 qui est cyborg et humaine à la fois. Ok. Elle est élusive et en la jouant, on peut grafter une carte d'action de notre main sur Infomancer. En RIP, on déclenche le play effect d'une carte action graftée sur Infomancer. Bon, en sous-entendant qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors c'est une créature qui n'a pas un body énorme, ok, elle est élusive. Le fait de grafter une action card en play, ça veut dire qu'on doit avoir à ce moment-là une carte dans notre main, sinon ça marche pas, et on doit attendre qu'elle rip pour en déclencher l'effet. Contrairement à d'autres cartes comme Jargoggle, si elle est détruite avant d'avoir le temps de rip, la carte qu'il y a sur elle sera perdu. Donc ça n'est pas une mauvaise carte, mais franchement, pour une anomalie, c'est pas dingue non plus, je lui mets 3. Lateral Shift, la carte préférée de mon ami QT Agot. En play, on regarde la main de notre adversaire et on joue une carte de cette main comme si elle était à nous. Donc déjà, ça permet de voir la main de l'adversaire, c'est toujours bien. Il y a d'autres cartes qui le font, qui rapportent une ambre, ce n'est pas le cas de celle-ci. Il y a aussi des cartes qui permettent de jouer une carte de la main ou du deck ou de l'archive de l'adversaire, mais c'est toujours random. Là, on voit la main, donc on a une info. On choisit une carte de cette main et on la joue. Donc soit une carte qui va nous apporter quelque chose d'énorme, soit une carte dont on ne veut surtout pas que l'adversaire la joue au tour d'après. C'est juste absolument énorme. J'aimerais qu'elle rapporte 3 ambres, mais là je pense qu'il faudrait juste jeter n'importe quel deck avec cette carte dedans et le brûler en sacrifice à Cthulhu. Donc Lateral Shift, c'est excellent, je lui mets un 5 et j'espère en fait que ça sera tempéré quand ça sortira dans l'extension en question par d'autres cartes qui réduiront son effet, parce que sinon, avant même de sortir, elle est déjà broken. Memolith, c'est un artefact qui rapporte Cud. En action, on grafte une carte d'action de notre main sur Memolith ou on déclenche le play effect d'une action card graftée sur Memolith. C'est donc un peu moins fragile que l'Infomancer puisque c'est toujours un peu plus dur de détruire un artefact que de tuer une créature. En plus, on peut très bien attendre d'avoir une bonne carte avant de la grafter dessus. Et en plus, on peut en grafter plusieurs et choisir celle qu'on veut déclencher au moment opportun. Par contre, c'est d'une lenteur. On pose la location en action, on grafte une action card ou sur une autre action, une fois qu'on a grafté, on déclenche l'effet de cette carte. Les parties se jouent
entre grosso modo 6 et 12 tours. Un deck qui joue en 6 tours, c'est un deck supra rapide. 12, il est lent, il s'installe, il contrôle. Sur ce nombre de tours, si on a un tiers qui sont joués avec la maison qui sera celle de Mémolith, ça nous donne donc entre 2 et 4 tours actifs. Donc vous voyez ce que ça donne pour faire agir une carte sur 3 tours. C'est énorme. Alors évidemment, si l'effet est suffisamment important, on va jouer cette maison-là plus que les autres. Ok, donc il faut espérer que ça soit dans une bonne maison et pas dans un truc tout pourrave. C'est donc une carte qui peut avoir un effet très important, qui est solide, mais le tempo est vraiment trop lent et ça ne rapporte pas d'ambre. J'hésite donc entre lui donner un 3 ou un 4. Ça va vraiment dépendre des decks. Donc je vais pas mouiller et je vais dire 3,5. Nizak the Forgotten, c'est une créature à 6, un dragon psionique. Quand il combat, Nizak the Forgotten gagne invulnérable. Donc on l'a vu, invulnérable c'est fort. Après qu'une créature ennemie soit détruite en combattant Nizak, on renvoie cette créature dans la main de son propriétaire. Ok, d'un côté on peut se dire que c'est fort parce que quel que soit le pouvoir de la créature qu'attaque Nizak, Nizak sera encore là, la créature va être renvoyée dans la main. Donc si elle a exalté à fond, c'est parfait, on va récupérer l'ambre. Bon, ok. D'un autre côté, si c'est une créature qui a un gros play effect, eh ben, le mec va pouvoir la rejouer au tour d'après. Si c'est une créature qui est juste chiante en étant là, bah c'est pareil, elle va revenir au tour d'après. Donc honnêtement, c'est pas terrible. J'ai pas envie d'avoir Nizak dans un deck. J'hésite entre un 2 et un 3. On va mettre des fractions sur ce coup-là, hein, parce qu'en plus ça dépend une fois de plus de la maison, du setup. Ça va être un 2,5. Mais je me passerai perso d'avoir un deck avec Nizak. Si j'en chope, promis, je vous le revends. Cher. Orb of Wonder, encore un artefact qui ne rapporte rien en étant joué. En Omni, on la sacrifie. Si on le fait, on va chercher dans notre deck une carte et on va l'ajouter à notre main et on remélange le deck. Waouh! C'est un effet de tutoring, c'est un effet qui nous permet d'aller chercher la carte qu'on veut dans notre deck. Donc c'est l'équivalent, on va dire, de Nepenthe Seed, mais au lieu d'avoir eu besoin d'avoir joué la carte et d'aller la chercher dans notre discard, là on va la chercher direct dans le deck. C'est super fort, c'est un des effets les plus forts possibles dans un jeu de cartes, quel qu'il soit. Ça mérite donc un 5 sans réfléchir. The Grim Reaper, c'est une créature à 4. Si on est hanté, le Grim Reaper arrive en jeu play ready. Alors être hanté, c'est avoir 10 ou plus cartes dans notre discard pile. Autrement dit, si on a déjà pas mal épuisé notre deck, qui a au moins 10 cartes dans notre discard pile, quand on pose le Grim Reaper en jeu, il arrive play ready. Bon ok, créa 4 qui arrive play ready. Et en rip, on purge une créature ennemie, jusque là c'est super, et une créature amicale. Donc en gros on va poser un truc à 4 qui en rip va nous avantager un peu parce qu'on choisit qui on purge de chaque côté, mais on est quand même obligé de purger une carte de chez nous. Et il n'arrive play ready que si on est hanté, blablabla. Bon, ouais, ça va sûrement pouvoir nous donner un petit avantage, c'est pas fou, c'est un 3. Red Baron, une créature à 4 avec 1 en armure, et c'est à cause de cette créature, à cause de cette seule et unique carte, que sur The Crucible Online, on a maintenant l'obligation de préciser si on forge une clé rouge ou d'une autre couleur. Parce que le Red Baron nous dit que quand notre clé rouge est forgée, le Red Baron gagne RIP vol 1. Et quand la clé rouge de l'adversaire est forgée, le Red Baron gagne élusive. Alors vu qu'on choisit l'ordre dans lequel on forge les clés, il n'aura pas souvent élusive. Et RIP style 1 conditionnel au fait d'avoir forgé une clé, évidemment on va forger la rouge en premier, c'est pas mal mais c'est pas dinguissime. Alors je suppose que dans l'extension où il sortira, il y aura des choses qui permettront d'équilibrer, il y en aura aussi qui concerneront les autres clés, donc dans tous les cas on sera avantagé, etc. Honnêtement, c'est juste pas fou.
Je lui mets donc un 3. Timequake, c'est une carte action qui fait gagner une ambre. En play, on mélange chaque friendly card en jeu dans notre deck, donc créatures, artefacts, upgrade, etc. Et on pioche une carte pour chaque carte qui est ainsi mélangée dans notre deck. Ouais, bah ça peut être fort, mais globalement on va perdre tout ce qu'on a de posé, donc ça peut aussi ne pas être génial. Comme le fait remarquer le blog Proclamation 346E, à qui je vais emprunter ces images, et qui a fait des commentaires aussi sur chacune de ces cartes, commentaires avec lesquels je suis assez d'accord, hein, et les notations aussi d'ailleurs. Si on a un deck qui a beaucoup de play effects, ça va être avantageux, sinon ça va juste être très très moyen. C'est donc un 3. Et la dernière, c'est Valukanthe. C'est une créature à 6, et là c'est un mécanisme futur qui sera la marée haute, la marée basse, mais qui pour l'instant n'existe pas, donc qui n'affectera pas Valukanthe. Quand la marée est basse, Valukanthe ne peut pas être utilisé. Donc vu que par défaut la marée n'est ni haute ni basse, ce qui me rappelle une blague, eh bien il pourra tout le temps être utilisé. Et en Fight Trip, on fatigue une créature ennemie et chacun de ses voisins. C'est pas mal, c'est relativement fort, et je vais lui mettre un 4. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile et que ça va vous montrer quelles cartes vous allez devoir rechercher en priorité. J'ai tenu à créditer le blog Proclamation 346E, déjà parce que globalement il est pas mal, et puis là, on est juste d'accord, hein, je ne l'ai pas pompé sur les notations, si j'avais pensé autre chose, je l'aurais dit différemment, mais ma foi, il a fait des estimations qui sont aussi à très peu de choses près les miennes. J'ai un peu tempéré en mettant des 0,5 à droite à gauche. Donc voilà, je voulais le créditer pour pas passer pour un sale gros pompeur. Et en plus, comme il est en anglais et que vous écoutez ça en français, bah, ça vous permettra d'avoir notre avis à tous les deux dans la langue de Descartes et non dans celle de Shakespeare. Mais comme on joue avec Descartes, pas avec des Shakespeare. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews, previews, critiques, jeux en ligne et plein de choses extraordinaires que vous trouverez sur cette chaîne Geek Addict. En attendant, likez, abonnez-vous et faites-vous des bisous!